dans la perspective, dans le cadre d'élections toutes les deux discutées, dans le cadre de pays tous les deux coupés littéralement en deux, 50-50, entre pro-russes ou neutres et de l'autre côté anti-russes, pro-occidentaux. Dans les deux cas, pro-Union européenne, anti-Union européenne, neutralistes versus pro-occidentaux ou carrément pro-russes versus anti-russes. Dans les deux cas, des contestations d'élections avec des accusations de fraude dans les deux cas. Et dans les deux cas, un régime coupé en deux avec une opposition en Géorgie et en Moldavie qui est contre un exécutif. En Moldavie, l'exécutif est pro-européen, comme en Géorgie. La présidente, deux présidentes, dans les deux cas, c'est les présidentes, Salomé Zurabichvili pour la Géorgie et Madame Maya Sandu pour la Moldavie. Et dans les deux cas, on a une opposition et une majorité au Parlement extrêmement divisée. Le rêve géorgien en Géorgie est complètement pour la neutralité, pour le modèle de Orban, pas forcément totalement pro-russe, mais assez proche de la Russie, avec un milliardaire qui finance le parti Rêve géorgien et qui a mis en place littéralement le Premier ministre. Donc dans les deux cas, on a une présidente pro-européenne, pro-OTAN, pro-Union européenne, pro-Amérique, pro-Occident, avec soit un Parlement, soit un Premier ministre, ou les deux, qui eux sont plus sceptiques vis-à-vis de cette orientation pro-occidentale. Donc commençons par la Géorgie. Le 26 octobre dernier, 2024, on a eu donc une élection extrêmement importante avec 4 grandes coalitions d'opposition, 4 ensembles de partis avec plein de petits partis, des plus ou moins gros, des moyens et des coalitions avec des minuscules partis. Mais en gros, 4 entités, 4 blocs, 4 ensembles de partis, parrainés, encouragés par la présidente Salomé, la présidente Salomé Zurabichvili. Et de l'autre côté, face à ces 4 partis d'opposition pro-occidentaux, pro-Union européenne et bien entendu anti-russe, on a un parti au pouvoir qui, lui, n'a pas la présidence, mais qui a le poste de Premier ministre, qui, lui, est accusé d'être pro-russe. Pour partir de 2021, 22 et 23, on a eu plusieurs lois qui ont été adoptées par le Rêve géorgien, au pouvoir depuis 2012 en Géorgie, dont le milliardaire qui finance ce parti a fait pas mal de business, de fortune en Russie, donc il est quand même structurellement lié à la Russie, ça c'est indéniable. Mais certains disent qu'indépendamment de cela, il voulait que son pays soit neutre pour ne pas finir comme l'Ukraine. En gros, comme en Ukraine et comme en Moldavie, vous voyez, ça se ressemble. On a un autre point commun, en plus de la séparation pro- et anti-occidentaux. En Géorgie, on a 2 républiques séparatistes occupées, défendues par l'armée russe, et avec à leur tête, le conflit a commencé dans les années 2000, il a éclaté, il s'est exacerbé en 2008, et c'est Sarkozy qui avait fait la paix entre la République d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, et la deuxième c'est l'Ossétie du Sud, 2 républiques qui qui sont proches de la Russie, qui parlent le russe, même s'ils ont aussi leur propre langue, et qui sont sécessionnistes. Ils ne veulent plus appartenir à une Géorgie qui, en 2009, était dirigée par monsieur, le fameux Saakashvili, qui avait été encouragé par l'Union européenne et les Américains à attaquer les républiques sécessionnistes, un peu comme en Ukraine, en 2014. À partir de 2014 jusqu'à 2022, les différents présidents de l'Ukraine ont été encouragés par les Américains à frapper assez durement les républiques sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine qui étaient pro-russes. Et de même, la présidente de Moldavie, Madame Maya Sandu, ne cache pas sa volonté de faire comme Zelensky en 2021-22, c'est-à-dire préparer une attaque du Donbass. Elle ne cache pas sa volonté et son admiration d'ailleurs pour Saakashvili en Géorgie, qui en 2008 a voulu reprendre le contrôle de républiques sécessionnistes pro-russes. Eh bien, en Moldavie, on a une présidente qui ne cache pas sa volonté de reprendre un territoire contesté qui, lui, est celui de la Transnistrie. Donc, pour récapituler, là où l'huile a été mise sur le feu en Ukraine, c'était quand le Donbass, peuplé de gens qui se sentent russes et pro-russes, a voulu être indépendant en réaction à ce qu'il voyait comme une persécution légale des lois qui faisaient des Russes d'Ukraine des citoyennes seconde zone. En Géorgie,
des pro-russes, comme les Russes du Donbass en Ukraine, en Géorgie, se sont sentis attaqués et brimés. Ils sont devenus séparatistes et en 2008, ils ont été attaqués violemment et bombardés par le cas, mais ça risque de l'être. Si Madame Sandou réussit son pari à installer un pouvoir durablement pro-européen et à se rapprocher de la Roumanie, qui est une base stratégique de l'OTAN, il est probable que dans quelques temps, aidé par les États-Unis et l'Europe, peut-être pour faire une diversion, Madame Sandou en Moldavie et l'opposition pro-occidentale en Géorgie essaient de reprendre les deux un territoire qui leur a échappé, qui est un territoire pro-russe, sécessionniste, qui ne veut plus obéir au territoire national. Donc vous voyez, Ukraine, Géorgie, Moldavie, on a des situations à des moments différents, très proches, des pour et des contre les Russes, et des républiques sécessionnistes, pro-russes, séparatistes, parce que malheureusement, l'horreur du communisme, ça a été 100 millions de morts, mais le communisme a fait aussi des bombes à retardement qui font des morts bien après. C'est-à-dire que les staliniens, mais aussi d'autres dirigeants soviétiques, ont mélangé les populations. Ils ont mis des Arméniens dans l'Azerbaïdjan, ou plutôt ils ont donné à l'Azerbaïdjan un bout d'Arménie historique. Ils ont donné un bout de Russie, les soviets, que ce soit Lénine ou plus tard, ils ont donné un bout de Russie, le Donbass, à l'Ukraine, et plus tard en 1954 à la Crimée, à l'Ukraine. Et il y a eu comme ça des mouvements de population qui ont fait qu'il y a des Russes qui se trouvent en dehors des frontières de la Russie. Et après la chute de l'ex-Union soviétique, beaucoup de républiques en place post-soviétiques qui avaient pris leur indépendance par rapport à l'Union soviétique ont voulu en quelque sorte remettre au pas, recadrer des zones qui étaient peuplées de pro-russes ou de Russes, et ils ont voulu les obliger à obéir, à rentrer dans le giron. Ce qui parfois a fonctionné, parfois non. On a aussi le même problème dans les pays baltes, où il y a 30% de Russes dans 2 républiques baltes qui se sentent persécutés, qui appellent le grand frère russe au secours. Tout ça, ce sont des foyers d'explosion, puisque ça peut permettre de donner à la Russie un prétexte pour intervenir en Moldavie, dans les pays baltes, en Géorgie, et bien sûr, ça s'est fait de manière très flagrante en Ukraine. Donc je reviens à la Géorgie. Le rêve géorgien, le parti majoritaire au pouvoir qui a gagné les élections et qui est là depuis 2012, qui a beaucoup évolué, qui a été très pro-européiste, qui est de plus en plus un peu orbaniste. Il n'est pas contre l'Union européenne, contrairement à ce que dit la presse occidentale, mais il est de plus en plus sceptique vis-à-vis de cette Europe wokiste, atlantiste et globaliste. L'idée du rêve géorgien, ce serait une Europe à la carte, on adhère à l'Union européenne, mais on prend un statut comme la Pologne, l'Irlande ou la Hongrie, c'est-à-dire il y a des choses auxquelles on n'adhère pas. On ne prend pas forcément la monnaie, on ne prend pas forcément les lois sociétales, beaucoup à l'Union européenne qui veut des nouveaux membres bien obéissants. Et quand le rêve géorgien en Géorgie, donc récemment, il y a 1 an, a adopté une loi qui condamne à des sommes, l'Union européenne a dit ça ressemble aux lois qui ont été faites en Russie contre les ONG étrangères. Il y a une dérive poutinienne du rêve géorgien, le parti au pouvoir qui a le poste de Premier ministre en Géorgie, la présidente, elle, étant favorable à l'Occident. Donc le pouvoir législatif en Géorgie est accusé de faire une dérive à la Orban, et donc les relations avec l'Union européenne, en vue de l'adhésion, puisque la Géorgie était un candidat accepté, eh bien, sont retardées. Le rêve géorgien veut le retarder, et ça tombe bien, les lois qui ont été adoptées contre les ONG, mais aussi des lois contre la promotion des valeurs LGBTistes, un petit peu une loi qui ressemble à une loi proche qui a été votée à la fin des années 2000 en Russie. Dans les 2 cas, l'Union européenne a dit il y a une dérive poutinienne du rêve géorgien et du pouvoir du Premier ministre en Géorgie. Il va falloir condamner tout cela, et donc le processus d'adhésion à l'Union européenne est gelé. Et ce qu'essaie de faire la présidente géorgienne, Salomé Zorabashvili, eh bien, elle essaie de dire que à cause du rêve géorgien qui se rapproche de la Russie, qui effectivement a peur d'être en guerre comme l'Ukraine, et le rêve géorgien a fait une 3e chose qui déplaît à l'Union européenne. Elle a demandé aux Géorgiens d'être neutres et de ne pas se mêler des affaires ukrainiennes, et d'avoir des bons rapports avec la Russie, et de ne pas trop essayer de reprendre par la force l'Abkhazie sécessionniste et l'Ossétie du Sud, avec une solution pacifique. On va essayer de reprendre ces républiques par la négociation, et ce qui a beaucoup choqué l'Union européenne et l'OTAN, c'est que le rêve géorgien récemment a même dit que si les républiques sécessionnistes d'Ossétie du Sud et
d'Abkhazie ont fait sécession, le président très pro-occidental qui était au pouvoir en Géorgie aurait fait des erreurs et ce serait de la faute des Géorgiens si les minorités se sont senties persécutées et se sont rapprochées de la Russie. Ça a beaucoup choqué, bien sûr, les Géorgiens pro-occidentaux, ça a beaucoup choqué la présidente géorgienne, qui d'ailleurs est née en France, et ça a beaucoup choqué, bien sûr, l'Union européenne et les États-Unis. Du coup, la Géorgie, aujourd'hui, n'est plus en odeur de sainteté et elle est considérée comme un pays qui est en train de faire une dérive poutinienne. Je passe à la Moldavie. En Moldavie, on a une présidente, Maia Sandu, qui est très pro-roumaine. Or, il faut savoir que la Moldavie a 2 langues officielles, au moins, si on oublie les langues originelles des Gagaouses, mais il y a au moins 2 langues officielles, sans parler d'autres minorités. C'est la langue moldave qui est en fait une variante du roumain, c'est du roumain, et la langue russe qui est parlée par beaucoup de Moldaves, pratiquement tous les Moldaves qui ont plus de 40 ans parlent russe, mais aussi il y a des minorités moldaves qui sont carrément russophones, un peu comme les Russes d'Ukraine de l'Est. Et donc, Maia Sandu, elle est moldave, elle est un peu comme les Ukrainiens de l'Ouest qui veulent une Ukraine ukrainienne débarrassée de la langue russe. Elle voudrait re-moldaviser, re-roumaniser la Moldavie. Et comme elle est très proche de la Roumanie, qui est le pilier de l'Alliance Atlantique, là où il y a les antimissiles de l'OTAN, donc c'est pas n'importe quoi. La Roumanie, c'est vraiment l'avant-poste de l'Occident et de l'Occident. Plus la dirigeante de Moldavie veut se rapprocher de la Roumanie, la maison mère, voire la grande Roumanie, ça fait très peur à la Russie, ça fait très peur aux pro-russes, puisque pour eux, ça veut dire qu'un jour, forcément, si la Moldavie évolue vers l'Union européenne, c'était le sujet d'ailleurs du référendum qui a eu lieu en Moldavie, au début du mois d'octobre, il y avait un référendum concernant l'adhésion possible de la Moldavie à l'Union européenne, que Mme Sandu a mis par référendum, oui ou non, et il y avait en plus une élection, bien sûr, politique qui se déroulait en même temps. Et donc le oui à l'adhésion à l'Union européenne a été majoritaire au dernier moment quand la diaspora moldave a voté et quand on a dépouillé, ça s'est arrivé 24 heures plus tard, quand on a eu les derniers dépouillements des scrutins des Moldaves en Europe de l'Ouest et en Occident et des Moldaves en Russie, qui sont à peu près 500 000 dans chaque endroit, eh bien on a trouvé quelque chose de surprenant. Les Moldaves avaient majoritairement voté à 55-54% contre l'adhésion à l'Union européenne et c'était vraiment les Moldaves de Moldavie qui étaient contre. Et quand les bulletins des Moldaves d'Occident ont été dépouillés, tout à coup, on est passé d'une majorité nette anti-Union européenne à une courte majorité pro-Union européenne. Donc, Mme Sandu accuse les Russes d'avoir fait de l'influence pour faire voter contre les référendums, mais les pro-russes ou les anti-Union européenne accusent Mme Sandu d'avoir fait des obstructions et d'avoir fait gagner le oui par les Moldaves de l'étranger. Et effectivement, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Les Moldaves résidant en Russie, qui sont au moins 500 000, n'ont eu que 2 bureaux de vote. J'ai fait un article là-dessus pour Valeurs Actuelles. Très peu de bureaux de vote, avec des files interminables et beaucoup de Moldaves de Russie plutôt pro-russes et contre l'adhésion à l'Union européenne n'ont pas pu voter. Par contre, les Moldaves de l'Union européenne et de l'Occident ont eu des centaines de bureaux de vote, 10 fois plus au moins, même plus que 10 fois plus, et ils ont pu voter massivement, et c'est les votes des Moldaves de l'Occident qui a fait la différence et qui a permis à Mme Sandu de remporter le référendum. Donc on voit bien, en Géorgie comme en Moldavie, on a un pays de plus en plus divisé, et un autre point commun avec l'Ukraine, parce que le problème de l'Ukraine a commencé comme ça, il y a eu la révolution orange de 2005, où on a fait de l'ingérence. George Soros a reconnu que des milliards ont été dépensés sur des dizaines d'années pour retourner l'opinion publique ukrainienne pro-occidentale et plus anti-russe. Et on a un autre point commun, l'Union européenne. La deuxième révolution de velours en Ukraine, c'était 2013-2014, pendant l'hiver. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Barroso avait dit à l'époque à Yanukovych, le président ukrainien, soit vous vous rapprochez de la Russie dans l'union douanière russe, et c'est totalement incompatible, soit vous vous rapprochez de l'union douanière européenne et vous faites un traité d'association avec l'Union européenne, et là, ce sera exclusif. Vous ne pourrez pas faire les deux. Yanukovych, le président ukrainien, voulait jouer sur les deux tableaux au début. Il n'était pas totalement aligné à la Russie, mais
quand on sait que l'Ukraine était un pays à 80% lié à l'économie russe, l'Ukraine était très imbriquée à l'économie russe, c'était absolument fou de demander aux Ukrainiens pour ne faire que des relations de libre-échange avec l'espace européen. Yanukovych avait demandé de mettre ce traité d'association, de le remettre à plus tard. Il l'avait suspendu. Et la propagande américaine et européenne, cette ingérence qui, à mon avis, a déstabilisé le pays et créé les conditions d'un coup d'État, puis d'une guerre civile, puis de la dégénérescence de la chose en 2014 et la prise de la Crimée, puis ensuite la guerre dans le Donbass, puis ensuite la guerre en 2022, eh bien tout cela est parti d'un pays qui était divisé, qui à 2 reprises a eu un vote à peu près 50-50 des pro-russes et des anti-russes, 2005-2013, à chaque fois c'est pareil, et à chaque fois l'Occident essaie de se mettre du côté du 50% anti-russe avec des financements et des promesses. Et à la clé, c'est toujours l'Union européenne qui est l'Eldorado, puisque quand vous adhérez à l'Union européenne et que vous êtes la Hongrie, pardon, que vous êtes l'Ukraine, que vous êtes la Moldavie ou la Géorgie, ce qui est certain, c'est que vous êtes très pauvre par rapport à l'Union européenne. Donc pour vous, l'adhésion à l'Union européenne, c'est un Eldorado, puisque quand vous adhérez à l'Union européenne, vous avez des fonds structurels qui sont privilégiés, qui sont donnés en... Vous êtes la Turquie, vous gagnez à peu près 6 à 8 milliards nets chaque année. Si vous êtes un plus petit pays, ça va être 1 ou 2 milliards, mais c'est énorme, c'est du jackpot. C'est des subventions qui a des études et qui ne trouvent pas de travail ou qui trouvent un poste de cadre à 400 euros, à 500 euros maximum, eh bien pour eux, ça les fait rêver. Et donc, quand on promet le destin européen à la Moldavie, à la Géorgie ou à l'Ukraine, c'est quelque chose d'irrésistible parce que les gens sont très très pauvres. Si on le proposait aux pauvres du Maroc, ils seraient très heureux d'adhérer à l'Union européenne si on leur disait qu'ils allaient avoir des fonds structurels. Donc c'est humain. Mais quelque part, nous avons provoqué une déstabilisation parce qu'à chaque fois qu'on propose le destin européen à ces pays post-soviétiques très pauvres, ils plongent dedans et même s'ils ne sont pas anti-russes, si on leur dit c'est les Russes qui vous empêchent d'adhérer à l'Union européenne, eh bien ils deviennent anti-russes. C'est ce qui s'est passé en Ukraine. C'est pour ça que les pro-occidentaux et anti-russes qui étaient 20% en Ukraine il y a 40 ans, aujourd'hui, sont 80%. Et jusqu'à 2010, ils étaient 50%, puisqu'en 2010, les Ukrainiens avaient à nouveau voté pour des pro-russes après avoir voté pour des anti-russes. Donc jusqu'à 2010, l'Ukraine est partagée. Mais la promesse de l'Union européenne et le fait d'accuser les pro-russes d'empêcher l'adhésion à l'Union européenne, accusation qui a été portée contre Yanukovych, a déstabilisé l'Ukraine. Eh bien moi j'ai peur, ce sera ma conclusion, j'ai peur, ou plutôt, il n'y a pas de peur quand on analyse, mais je pronostique, ou plutôt je pense que une déstabilisation de la Géorgie et de la Moldavie sur le modèle ukrainien est très possible. Pourquoi ? Dans les deux cas, on a des pays très divisés, comme l'Ukraine avant que les pro-occidentaux deviennent majoritaires. Des pays 50-50. Dans les deux cas, on a l'Eldorado européen qui fait rêver une jeunesse. Dans les deux cas, on a des élections contestées où on accuse les Russes d'avoir faussé les scrutins et les Russes accusent les Occidentaux d'avoir faussé les scrutins. Les deux camps deviennent irréconciliables. Et dans les deux cas, l'Eldorado européen est une tentation telle que l'Union européenne et de faire passer dans la société moldave ou la société géorgienne, attention, ce qui voulait vous empêcher de rentrer dans l'Union européenne, pour la Moldavie, c'est raté, ou ce qui vous empêche de rentrer dans l'Union européenne, le rêve géorgien, pour la Géorgie, ce sont des salopards, ils vont vous couper de la prospérité, et parce qu'ils sont à la botte de Poutine et ils sont vendus à Moscou. Et dans les deux cas, on réveille chez ces peuples, les Moldaves pro-occidentaux ou les Géorgiens pro-européens, on réveille chez ceux qui sont pour l'Union européenne, pour l'OTAN, parce que ça va ensemble, et pour l'Occident, une rancune, une rancœur. Alors que tous n'avaient pas forcément de problème avec la Russie, mais en les accusant, en accusant la Russie d'avoir empêché le destin européen ou d'essayer de l'empêcher, eh bien, on fait dire à ces jeunes que finalement, s'ils restent pauvres dans la misère soviétique, post-soviétique, ce sera à cause de Moscou et des candidats ou des partis politiques pro-russes ou même tout simplement neutres. Parce qu'aujourd'hui, en Moldavie comme en Géorgie, ceux qui prônent la neutralité, un peu comme Viktor Orban en Hongrie, sont déjà accusés d'être pro-russes, des vassaux de Poutine, et on a des milliardaires comme Shor en Moldavie qui est accusé d'être pro-russe, et c'est vrai qu'il est pro-russe, qu'il a fait des affaires avec la Russie, on l'accuse de financer des partis neutralistes ou pro-Orban ou pro-russes, ou notamment le Parti socialiste, etc. Bref, dans les deux cas,
On a toutes les conditions qui sont réunies pour que ça explose, comme ça a explosé en Ukraine en 2013-2014, lorsque les pro-russes ont été accusés d'empêcher le destin européen, et tous les pro-européens sont descendus dans la rue avec l'aide de candidats américains, de responsables américains comme Luland, McCain, et de responsables français et d'hommes politiques de tous les pays de l'Europe, français, anglais, allemands, etc. On a un risque énorme. C'est pour ça que moi je pense qu'aujourd'hui, en conclusion, l'Europe devrait calmer les choses. L'Europe ne devrait pas faire d'ingérence. Même si les élections sont discutées ou discutables en Géorgie ou en Moldavie, nous devrions faire profil bas, les laisser se dépatouiller. S'il y a un troisième tour, s'il y a une contestation d'élections, nous ne devrions pas nous en mêler. Parce que quand nous nous en sommes mêlés en Ukraine, ça a débouché sur une guerre civile qui elle-même a débouché sur une guerre Russie-OTAN qui ne dit pas son nom, qui elle-même pourrait déboucher sur une troisième guerre mondiale, puisqu'on voit maintenant les foyers de tension, Asie, Moyen-Orient, Proche-Orient, Iran, Russie, Ukraine, tous ces foyers sont interconnectés. On a des Coréens qui vont se battre avec les Russes en Ukraine, on a des Russes qui se rapprochent de plus en plus de l'Iran, qui collaborent de plus en plus en échange de matériel et qui se défendent. On a des Russes qui sont de moins en moins neutres au Proche-Orient, etc., etc. Il y a l'interconnexion, la mondialisation de la guerre fait que nous devrions être extrêmement prudents. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, les Européens et les Occidentaux ne sont pas prudents. Ils mettent de l'huile sur le feu, comme s'ils n'avaient pas compris les leçons de la genèse de la guerre en Ukraine.